Donc, par rapport aux enquêtes que vous avez citées, donc, par rapport aux enquêtes, donc visiblement il y a une opposition de plus en plus forte, donc de part du peuple et des peuples, donc sur plusieurs thèmes, que ce soit l'Union européenne, l'euro, ou par exemple les services publics ou le déficit démocratique. Mais malgré tout, cette opposition politique ne se voit pas reflétée donc de façon politique, ni à gauche ni à droite, et il paraît qu'il y a une brèche en fait entre l'opposition populaire et sa représentation, disons, politique, donc avec une absence de ces revendications donc dans les institutions européennes et dans le Parlement. Donc comment expliquez-vous donc cette brèche? Oui, vous avez tout à fait raison de faire ce constat. On le fait en France, on le fait certainement en Espagne, on le fait dans d'autres pays. Il y a une brèche, un décalage tout à fait essentiel entre les peuples et les responsables politiques, qu'ils se classent à gauche ou à droite. Je crois que la question principale aujourd'hui, c'est la question européenne. Tant que les forces politiques ne voudront pas regarder en face la nature de l'Union européenne et comprendre que ce système sert à capter la souveraineté des peuples pour empêcher les peuples de mener des politiques favorables à leurs intérêts, il n'y aura pas d'évolution politique. Donc je vais m'arrêter pour la traduction et puis j'ajouterai un deuxième argument. É certo, pois isto tamén é aplicável tanto na Franza como aquí. Evidentemente sí que existe unha fenda importante entre o que son as reivindicacións populares e as reivindicacións de responsáveis ou representantes políticos, tanto da dereita como da esquerda. Hoxe por hoxe a cuestión principal non é outra que a Unión Europea e sempre que as forzas políticas non queren cuestionar ou ver realmente qual é a esencia deste modelo e ver que realmente o que serve para secuestrar a soberanía popular para servir os determinados intereses, pois non haberá ninguna evolución política. Il y a deux idées verrous qu'il faut faire sauter. La première idée verrou, c'est pour un certain nombre de citoyens l'idée que la Seconde Guerre mondiale a été provoquée par les égoïsmes nationaux et qu'il faudrait donc, du coup, interdire aux peuples d'exercer leur souveraineté parce que s'ils sont souverains, ils vont se laisser aller à des pulsions nationalistes, les jetant les uns contre les autres. E j'aurais encore quelque chose a ajouter. Entón, aquí hai dúas ideas chaves que creo que hai que desmontar. En primeiro lugar, existe unha certa crenza en grande parte da cidadanía de que a Segunda Guerra Mundial foi fruto de egoísmos nacionais, non? De enfrentamento de intereses nacionais exacerbados e, por tanto, o que hai que facer é prohibir que o pobo exerza a súa soberanía para justamente evitar que isto aflore. Et donc, il faut une Europe fédérale qui interdise l'expression de la souveraineté des nations pour empêcher précisément le retour des prétendus égoïsmes nationaux. La deuxième idée verrou, c'est à partir de l'expérience du fascisme allemand, du national-socialisme allemand, du fascisme italien et aussi du stalinisme, l'idée que si l'État est trop fort, il va devenir totalitaire. Et par conséquent, il faut affaiblir l'État et renforcer la liberté, entre guillemets, du marché. Despois tamén está a experiencia do nazismo en Alemania ou tamén do fascismo en Italia e, como non, tamén a cuestión do stalinismo na URSS. E a idea que radica ali é que se o Estado é demasiado forte, moi forte, isto leva ineludivelmente ao totalitarismo. Entón, para evitar isto, a mellor solución que se coloca é debilitar o Estado e reforzar en contrapartida os mercados. Et donc ces deux idées, se méfier
de la souveraineté des nations, se méfier de l'État, traverse tous les partis, les grands partis de gauche et de droite. Et il y a aujourd'hui un continuum entre, en France par exemple, le Front de gauche, le Parti socialiste, l'UMP. Ils sont tous d'accord sur ces deux idées. Même si après, dans les politiques, l'intervention dans les luttes sociales, ça n'est pas la même chose. Mais sur le fond, ça revient au même. Et la crise politique va naître de cette situation parce qu'il n'y a pas de traduction politique à la volonté de souveraineté nationale qu'expriment les peuples et la volonté des peuples de réutiliser l'État pour le mettre au service de leurs intérêts. Entón, estas son as dúas ideas chaves, desconfiar do Estado e desconfiar da soberanía nacional. Estas dúas ideas chaves, independentemente, evidentemente, pois das diferentes que poden existir a respeito do que é a loita social entre as diferentes forzas, pois é compartida por todos os partidos políticos, desde a dereita até a esquerda, non? Todos concordan nestas dúas ideas fundamentais. E de aí que vai vir a crise política en cuanto non haxa ou non exista ningún partido ou ninguna forza que represente, que plasme este desexo dos povos de recuperar a soberanía popular, a soberanía nacional, para poder utilizar o Estado como ferramenta ao prol dos seus intereses. Voilà, et dernier mot, les forces politiques qui détournent en réalité les aspirations des peuples, ce sont les forces politiques d'extrême droite, le Front National en France, peuvent développer leur activité parce qu'il y a défaut des autres forces politiques. Il faut donc faire naître des forces politiques nouvelles qui prennent en charge les aspirations des peuples. C'est un des objectifs du MPF avec d'autres forces en France. Isto evidentemente leva a que se pode aproveitar, de feito se aproveita, como no caso da Fronte Nacional na Franza, pois hai este déficit, non? No marco, digamos, no panorama político habitual, onde non se defende estes intereses, e isto está aproveitado pola extrema dereita, non? Facendo demagoxia da soberanía nacional. Por isto é esencial, e isto para o que aboga o MPF con outras forzas políticas, é a creación, o nacemento de novas forzas políticas que defenderem estas ideas principais. Auparavant, dans la conférence antérieure, donc ils ont parlé de la crise du capitalisme, avec deux scénarios possibles, si c'est une crise terminale du capitalisme ou si le capitalisme sera capable de surmonter cette crise. Moi, je n'ai pas de réponse donc à cela, mais ce que je vois que c'est donc une crise en plus avec la crise écologique, qui est une crise nécessaire et une crise urgente, et où il y a besoin effectivement de ces nouvelles forces politiques qui expriment donc la volonté des dominés, donc des peuples. Mais moi je ne suis pas si négatif que vous. Je crois que cela est déjà en train de se produire avec des organisations émergentes ou déjà existantes. Auparavant, les classes travailleuses donc, ont créé la social-démocratie, auparavant le communisme, donc pour pouvoir exercer une influence sur la marche de l'histoire et de leur destin, de leur futur. Et aujourd'hui, on voit au Portugal l'existence du Parti communiste et du Bloc de gauche. En Grèce, le Parti communiste, le KKE et Syriza. En Galice également, le BNG, le Bloc nationaliste galicien et Alternative de gauche. En France, le Front de gauche, le PC, des groupes anticapitalistes et anti-globalisation. En Amérique latine également, il existe des forces similaires. Je crois qu'il est important de construire par rapport à cet effort, car cela est nécessaire. Nous-mêmes sommes responsables de notre propre destin, mais je ne suis pas aussi négatif que vous. Je crois que cela est déjà en train de prendre forme en quelque sorte. Bien sûr, sur la question de la crise du capitalisme, personnellement, je ne sais absolument pas si c'est une crise terminale, transitoire, etc. D'ailleurs, je dirais, je m'en fiche. Je ne vois pas sur quoi ça peut déboucher. C'est une crise permanente. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Le système capitaliste
les oligarques, les classes dirigeantes ont compris que le maintien dans la crise était une excellente chose parce que ça écrasait les peuples ne voient pas de solution et ça assure les profits. Voilà, c'est tout. C'est pas la crise pour les classes possédantes. Les bourses donnent de très bons résultats, les marchés financiers obligataires donnent des très bons résultats, la Grèce est revenue sur les marchés hier à un taux d'intérêt de 5%, c'est extraordinaire, c'est 5% sans risque. Donc tout va bien pour le système, ça peut durer encore très longtemps. J'ajouterai un point. Donc, no que se referiu á crise capitalista, pois el evidentemente tampouco sabe se se trata dunha crise terminal ou se é transitorio, mas en realidade isto non é particularmente relevante. O importante é saber que é unha crise permanente, estrutural. O sistema capitalista e a oligarquía, para eles, sabe que a crise lles ben, non? Porque permite aplastar o que é a vontade popular e que non ve solucións e ao mesmo tempo garante os lucros. Pois non é unha crise justamente para as clases dominantes. A bolsa vai ben, Grecia acaba de entrar outra vez no mercado con unha taxa de 5% nos mercados en risco, que é unha auténtica maravilla dentro do que é unha crise, non? Entón, o claro é que a crise estrutural é necesaria e bon para o capitalismo. Et puis, dernier élément de réponse, là je ne partage pas du tout votre analyse sur la France quand vous parlez du Front de gauche. Un mot sur la France, le Parti socialiste en France, mais c'est la même chose je pense au Portugal ou en Espagne ou en Italie, ça n'existe plus le Parti socialiste en Italie, tant mieux. En France, le Parti socialiste est le parti le plus efficace pour défendre les intérêts des classes dirigeantes. C'est le plus efficace. Il arrive à faire avaler aux travailleurs des régressions sociales que la droite n'arrive pas à leur faire avaler. J'ajoute encore un petit point après. E non partilla a súa análise a respeito do que acabei de dicir a respeito da Franza, que sexa pois o Front de Gauche ou que sexa o Partido Socialista, e cree que en Portugal, en Italia, a situación é similar. En Franza o que é claro é que o Partido Socialista é o partido máis eficaz en cuanto a defensa dos intereses da clase dirixente. Por que máis eficaz? Porque consigue que os traballadores traguen coa idea, con todos estes recortes sociais, etc., que a dereita non consigue facer pasar na clase traballadora. Le Front de gauche, nous avions fondé des espoirs dans le Front de gauche, mais nous avons été déçus parce que le Front de gauche n'arrive pas en France à capter les espérances populaires. Il est en échec sur le plan électoral et il ne peut pas avancer, il ne pourra pas avancer. Et il ne pourra pas avancer pour deux raisons. La première raison est que le Parti communiste français aujourd'hui est un satellite du Parti socialiste. C'est une sorte d'agence de placement pour les élus communistes, qui ne sont plus élus par le peuple. Ils sont élus par les miettes que le Parti socialiste jette au Parti communiste. Desde o EPP tiñen esperanzas nun primeiro momento cando surxiu o Front de Gauche, mais ficaron rapidamente moi desilusionados. É un partido, un organismo político que non chega a captar o desexo popular e literalmente está estancado e non consigue avanzar. Por que non sigue avanzar? Pois en primeiro lugar porque o Partido Comunista Francés, un dos componentes do Front de Gauche,
non é máis que unha satélite do Partido Socialista e serve hoxe por hoxe únicamente como axente de colocación para os cargos eleitos comunistas que non están eleitos directamente por sufraxo, senón que responden ás migalles que lles quere lanzar o Partido Socialista. Et le dernier élément, malheureusement, le Front de gauche refuse obstinément de s'engager dans la lutte pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Or, sans lutter pour la sortie de l'euro et de l'Union européenne, on ne permet pas au peuple de comprendre la perspective qui permettra de sortir de la crise. Ça ouvre un boulevard au Front National. Et on voit, élection après élection, le Front de gauche baisse, le Front National augmente. E a segunda razón chave é porque a Front de Gauche se nega a comprometerse clarísimamente con a necesidade de saída da euro e da Unión Europea, que é esencial para que os povos entenden quais son os horizontes reais para sair da crise. Este lacuna por parte do Front de Gauche é o que permite que sexa aproveitada polo Front Nacional, non a extrema dereita, que, mentres o Front de Gauche non para de baixar, a extrema dereita, na forma da Front Nacional, non para de crecer electoralmente. Donc, il est d'accord avec vous sur le fond, mais il a quand même quelques doutes et quelques questions à poser. En ce qui concerne la supposée crise terminale du capitalisme, donc il est évident qu'en fait il s'agit d'une crise plutôt structurelle. L'histoire démontre clairement que le capitalisme est tout à fait capable de se régénérer, de se réinventer. Et la question qui se pose, c'est que pour lutter contre le capitalisme, il est insuffisant de mettre en place des nouvelles politiques exclusivement d'ordre économique. Car le capitalisme va au-delà donc de l'économique. Il s'agit d'un dogme de foi ou d'une authentique religion, et c'est pour cela que le peuple ne se révèle pas, ne le questionne pas. Donc la question qu'il pose, c'est pourquoi donc, en vue de ces constats, opposez-vous donc au vote dans les élections européennes, ou plutôt donc défendre le boycott, car il pense que ce serait préférable de canaliser donc ce sens de proteste afin de combattre ces croyances à travers les institutions européennes et pour tisser des alliances avec d'autres peuples qui vont dans le même sens. La question du boycott des élections européennes, pour nous en France, c'est la bataille que nous menons, vise à délégitimer le système de l'Union européenne. Tout le système de l'Union européenne. C'est l'acte politique pour nous le plus fort. Imaginons qu'il y ait dans les principaux pays 90-95% de gens, d'électeurs qui n'aillent plus voter. Le système ne pourra pas tenir encore longtemps. C'est l'acte politique le plus fort pour nous. Et c'est un acte politique qui se justifie précisément pour les raisons que vous invoquez. Vous dites que l'affrontement avec le capitalisme ne doit pas se faire seulement sur le plan économique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est la raison pour laquelle une campagne de boycott de l'élection européenne est nécessaire. Je vais continuer. A respeito da cuestión do boicote, que é o que apoian eles e polo cal loitan ali na Franza, esta campaña visa clarísimamente a deslegitimar o sistema completo da Unión Europea no seu conxunto, e por isto achan que é un acto político, a expresión política máis forte que pode haber nestes momentos. Poñemos por caso, se houvese unha abstención da orde de 90-95% en un determinado estado, pois isto faría que o sistema non fose legitimado e non podería funcionar moito tempo. Entón, para eles, é un acto político moi contundente, e xustamente por esas razóns, que te acabas de evocar, xustamente para confrontar o capitalismo non só no económico, senón lanzando unha campaña de concientización a respeito da falta de legitimidade da mesma, non?
en boycottant l'élection européenne, on s'attaque à l'essence elle-même de l'Union européenne. Quelle est l'essence de l'Union européenne? C'est un système dont le but est d'interdire l'expression des souverainetés nationales pour interdire au peuple d'exercer le pouvoir, d'utiliser l'État à leur service pour mener des politiques favorables à l'intérêt des peuples. Voter pour ce système, c'est encourager ce système, quelle que soit la liste pour laquelle on va voter, puisque de toute manière, le système, le Parlement européen, n'a aucun pouvoir. O boicote, a campaña de boicote, o que visa é justamente atacar a propia esencia mesma da Unión Europea, non? Que non é outra cousa que un sistema cuxo obxectivo consiste en prohibir a expresión de soberanía nacional para que os povos non poden exercer o seu poder e utilizar o Estado como ferramenta para os seus intereses propios, non? Votar, pois, neste caso, nestas condicións, non sería outra cousa do que legitimar este sistema, sexa cal sexa o partido en que se votar, non? E por isto, e ademais, porque o Parlamento Europeo é totalmente carente de calquer funcionario, de calquer poder real. Il faut se méfier de l'illusion qu'il peut y avoir autour du vote. Il faut voter lorsque le vote peut permettre de renforcer les pouvoirs des classes dominées et de diminuer les pouvoirs des classes dominantes. Dans ce cas-là, il faut voter. Mais lorsque le vote ne permettra en aucune manière de renforcer le pouvoir des classes dominées et d'affaiblir le pouvoir des classes dominantes, il ne faut pas se prêter à cette mascarade, parce qu'on ne fait que renforcer le théâtre d'ombre qui, justement, est en place avec l'élection européenne. Il s'agit, avec l'élection européenne, de simuler un acte démocratique pour faire croire au peuple que le système européen est démocratique. On ne peut pas se prêter à cette opération. A cuestión é de a necesidade de desconfiar da ilusión destas eleccións, non? Obviamente hai que votar cando as eleccións permiten que se reforce o poder das clases dominadas e se debilite o poder das clases dominantes. Mas cando isto non é así, non hai que entrar no xogo, porque o único que fai é reforzar o engano, neste caso nas eleccións europeas, non? Estas eleccións europeas son un teatro que serve de simulacro de acto democrático para reforzar na conciencia popular de que as institucións e a Unión Europea é unha institución democrática, cando non é así. Un dernier argument, le Parlement européen n'a aucun pouvoir d'un vrai Parlement. C'est un Parlement d'opérette. Les pouvoirs d'un Parlement, c'est quoi? C'est de voter la loi, de réformer la Constitution, de donner la confiance au gouvernement. Mais le Parlement européen ne peut pas modifier les traités qui organisent le système de l'Union européenne. Ça n'est pas lui qui a l'initiative des lois, des directives européennes, c'est la Commission. Il n'a aucun pouvoir véritable sur le plan budgétaire et c'est un lieu de parlotte. C'est un lieu dans lequel un certain nombre de partis se retrouvent. En France, on appelle ça pour aller à la gamelle. Aller à la gamelle, ça veut dire que le système européen finance grassement les parlementaires européens et les partis organisés à l'échelle européenne, comme le parti de la gauche européenne, qui est un satellite de l'Union européenne lui aussi. Il faut faire attention. Tout ce système-là est
organisée pour donner le change. On ne peut donc pas faire croire à la population que par une majorité de gauche, entre guillemets, au Parlement européen, il pourrait y avoir des changements dans les politiques de l'Union européenne. Que la majorité soit de droite, de gauche, verte, rose, rouge, tout ce qu'on veut, ça ne changera rien. Le système est fait pour ne pas changer. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on a compris ça, eh ben, il faut mener une bataille de boycott politique très forte pour délégitimer le système européen. Tamén hai que saber que o Parlamento Europeo é un Parlamento sen funcións, é un Parlamento, como di, de operetta, é un Parlamento fantoche, non? Non pode, por exemplo, batar as leis, nin reformar a Constitución, nin dar votos de confianza nos gobernos, non pode modificar os tratados, nin emitir as directivas, non ten ningún poder orzamentario, é simplesmente un lugar de parloteo, non? Tamén hai que ter en conta que a Unión Europea serve como lugar de encontro, punto de encontro dos partidos onde se reúnen para repartir o pastel, non? Da Unión Europea, porque a Unión Europea que financia os eurodiputados e por ende tamén dos diferentes partidos políticos que aí están representados. Caso, por exemplo, do Partido da Esquerda Europea, que non é máis que un satélite da propia Unión Europea. Entón é un sistema, un xogo de troca, non? Entón non se debe facer creer ao pobo que conseguir unha maioría de esquerdas ou verde, rosa ou que for no Parlamento Europeo podería mudar ou alterar en calquer medida o que é o propio sistema, porque o sistema está feito de tal maneira que non se pode mudar, non se pode alterar. Por esta razón, o que hai que facer é apostar para o boicote para justamente deixar claro a necesidade de deslegitimar este sistema. Mettons par exemple que 95% de l'Union européenne s'abstiennent, voire même qu'il n'y a qu'Angela Merkel qui va voter. Est-ce que vous croyez vraiment que ça aurait un impact, sachant que les moyens de communication sont complètement en main donc au service des intérêts, et même s'il n'y avait que 5% de vote, ce serait que le peuple aurait voté favorablement la démocratie européenne. Dans son pays, pour lui c'est clair que dans ces élections il voterait à gauche dans ces élections, parce que s'il est vrai que ce sont des élections qui ne représentent pas les intérêts donc des classes dominées, les élections dans le cadre de la démocratie bourgeoise de toute façon ne représentent jamais les intérêts des classes dominées, et dans ce cas-là il faut s'en servir comme outil pour faire avancer dans la lutte et pour gagner la conquête donc du gouvernement, pour ensuite la conquête du pouvoir et pour passer à une phase supérieure, car il est vrai d'autre part que avoir le gouvernement n'est pas synonyme non plus d'avoir le pouvoir. En Équateur, par exemple, où ils ont le dollar comme monnaie, donc Corée a dit qu'il n'y a pas de corrélation de force positive en ce moment qui permettrait justement de s'en défaire du dollar. D'autre part, il est intéressant de voir la comparaison qui a été faite entre la domination qu'exerce l'euro et le dollar en Amérique latine. Mais il faut savoir qu'en Amérique latine, par exemple, il y a une monnaie d'échange international qui est le sucre. Donc, mais les compensations au niveau local s'effectuent en monnaie locale, de façon que si le Cuba a un déficit par rapport à la balance avec le Venezuela, cela sera payé en peso cubain et pas en dollars américains. C'est tout. C'est tout. Alors, premier point. Admettons l'hypothèse que 95% des électeurs, lors des élections européennes, s'abstiennent. Est-ce que, c'est la question à vous poser, est-ce que ça aura un impact? D'autant que les moyens de communication, les grands moyens de communication, auront évidemment un rôle pour déformer ce résultat. C'est ce qu'on peut souhaiter. Obtenir 95% d'abstention à l'élection européenne serait la fin de l'Union européenne. Évidemment, le rejet du système
aurait été tellement puissant que même les médias, les grands médias, ne pourraient pas le cacher. C'est un éléphant dans la pièce. Tout le monde va voir l'éléphant. On ne peut pas ne pas le voir. Donc, même les grands médias seront obligés, alors ils raconteront ce qu'ils voudront, mais les peuples auront exprimé une volonté politique tout à fait claire et nette. Quelles conséquences il peut y avoir à cela? D'abord, je précise que la crainte principale, je m'arrête là, je vais rajouter quelque chose dans un instant. Pois poñémonos no caso hipotético dun 95% de abstención, qual sería pois o impacto real disto? Obviamente é certo que os grandes medios de comunicación pois desempeñaren o seu papel, que consistiría en intentar deformar resultados, mas este resultado obviamente desexable do 95% marcaría a fin da Unión Europea, porque o que indicaría claramente un rexeitamento do sistema que mesmo os medios de comunicación non poderían maquiar, non? É dicir, ser un elefante nun cuarto, é dicir, ser moi difícil non velo. E sería a expresión clara, máis clara da vontade popular de rexeitamento deste sistema no seu conxunto. L'enjeu principal des élections européennes, c'est l'abstention. C'est pas de savoir si le Parlement sera à gauche, soi-disant, ou à droite, ou non. L'enjeu principal, c'est l'abstention. C'est pas en France la question de savoir si c'est le Front National qui deviendra le premier parti de France. La question, l'enjeu, c'est le niveau de l'abstention, c'est-à-dire le niveau du rejet du système par les peuples. Le seul moyen qu'ont les peuples à leur disposition pour rejeter le système de l'Union européenne, c'est l'abstention. D'ailleurs, la Commission européenne a dégagé des millions d'euros pour faire de la propagande dans tous les pays de l'Union européenne, pour inciter les gens à voter. Ils ont peur de l'abstention. C'est ce qui leur fait le plus peur. Parce que, quoi que les gens votent, qu'ils aillent voter à gauche, qu'ils aillent voter pour des listes de droite, que vont dire les oligarques européens? Ils vont dire, mais regardez, c'est vrai, il y a eu des gens qui ont voté à gauche, des gens qui ont voté à droite, mais malgré leurs divergences, ils ont accepté le système. Ils ont participé à un acte démocratique. Tout le monde a pu s'exprimer. Et c'est l'Union européenne qui va se trouver légitimée par le vote. Voter aux élections européennes, c'est voter pour la Troïka, c'est voter pour la Banque centrale européenne, c'est voter pour la Commission européenne, c'est voter pour les oligarques européens, quel que soit le vote. O que realmente está en xogo nestes eleccións europeas non é se a xente vote máis á esquerda, máis á dereita, se desprende unha maioría de esquerdas ou de dereitas, senón realmente o que está en xogo é a taxa de abstención. Na frente a cuestión non principal, hoxe por son, saber se, por exemplo, a Front Nacional non de extrema dereita sexa o partido máis votado ou non. O que realmente preocupa é que a taxa de abstención sexa moi alta, porque isto indicaría un rexeitamento claro por parte do pobo do sistema no seu conxunto. Así pois, a abstención é a única vía real para expresarse políticamente nestas eleccións. E por isto que a Comisión Europea o que máis teme nestes momentos é a abstención, e gastaron varios millóns de euros nunha campaña para justamente tentar facer que a xente participe. Por que queren que participen? Porque votar o que votaren, a oligarquía finalmente vai dicir, pois mira, que a xente participou democraticamente, malias as dúas diferentes políticas, e así queda legitimada a Unión Europea. Como queda legitimada a Unión Europea, isto ven sendo o mesmo que votar a favor da Troika, do Banco Central Europeo, coa Comisión Europea e finalmente a favor da oligarquía europea. Dernier mot sur la question de l'Union, du boycott de l'élection européenne. Toujours dans l'hypothèse où 95% des électeurs s'abstiennent, le résultat sera le suivant.
aucun acte juridique et politique pris par une instance de l'Union européenne, que ce soit le Conseil, la Commission, le Parlement, la Cour de justice, n'aura plus aucun effet. Ils parleront dans le vide. Les mobilisations populaires seront décuplées. C'est une sorte de passeport donné aux mobilisations populaires, l'abstention à un tel niveau. L'Union européenne se désintègre. Toutes les décisions qu'elle voudra prendre seront frappées d'illégitimité. Et donc, il y aura la possibilité pour le mouvement populaire de bâtir autre chose, de balayer le système beaucoup plus facilement qu'en votant pour des listes qui sont engluées dans le système. Sempre no hipotético escenario de una abstención do 95%, se este fora o caso, isto implicaría que ningún acto xurídico ou político, quer do Consello, do Tribunal de Xustiza, o Parlamento ou calquera instancia da Unión Europea, teria validez nin legitimidade, e quedaría sen efeito e quedaría totalmente baleiro. Isto o que daría é unha especie de pasaporte para as mobilizacións populares, porque como se desintegraría a Unión Europea por non poder tomar decisións legitimamente respaldadas, creará un oco onde se podería construir outra cousa diferente deste as bases populares. Encore deux choses, il y avait deux aspects encore dans la question. Voter à gauche. En France, voter à gauche n'a plus de signification. Pour une grande majorité des gens, le Parti socialiste français est un parti de gauche. Le Front de gauche est un parti de gauche. Il s'appelle Front de gauche. Ils sont tous de gauche. Et donc, quand on dit « je vote à gauche », ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vote pour le Parti socialiste ou je vote pour le Front de gauche? Ça ne veut plus rien dire, voter à gauche, en France. Parce que c'est la confusion totale. Le Parti socialiste français mène une politique qui est encore plus favorable aux intérêts des classes dominantes que celle de Sarkozy. C'est pire. Et il dit qu'il mène une politique de gauche. Le Parti communiste français a annoncé qu'il faisait partie de la majorité présidentielle. Il n'a toujours pas annoncé qu'il se retirait de la majorité présidentielle. Aux élections municipales, il y a eu beaucoup de listes communes entre le Parti communiste français et le Parti socialiste. Mais c'est la confusion politique totale. Voter pour ces listes, c'est alimenter la confusion, parce que les gens n'y comprennent plus rien. Le Parti socialiste mène soi-disant une politique de gauche, il est critiqué par d'autres partis de gauche pour la politique d'austérité qu'il mène, le Parti communiste fait partie de la majorité avec le Parti socialiste, mais comment les gens peuvent s'y retrouver dans cette affaire-là? C'est impossible. Le boycott permet de clarifier la situation de manière radicale, de manière claire et nette. Parce que, quel que soit le résultat du vote, il n'y aura aucun changement institutionnel. Le Parlement, encore une fois, le Parlement européen, n'a strictement aucun pouvoir. Bon, j'arrête là, parce qu'il y aurait des développements particuliers à faire en France sur l'instrumentalisation du Front National par le Parti Socialiste. Le Front National est une fabrication du Parti Socialiste pour lui permettre de diviser la droite et d'avoir le maintien de ses parlementaires. Bon, on n'a pas le temps d'en discuter. Attention, tout ça, c'est une affaire piégée. Je dis encore un mot après sur le dernier point concernant le Sucre et l'Alba.
Hoxe por hoxe, no caso do Estado francés, o concepto de esquerda xa é totalmente carente de sentido. A maioría da xente, por exemplo, sigue pensando que o Partido Socialista é un partido de esquerdas, o Front de Gauche é un partido de esquerdas, son todos de esquerdas, xa mesmo leven no seu nome, mas que implica realmente votar o Partido Socialista ou votar o Front de Gauche? Pois realmente reina unha confusión total. Hoxe, por exemplo, o Partido Socialista francés é o partido máis político francés máis favorável aos intereses das clases dominantes, máis favorável mesmo que o anterior goberno de Sarkozy. O PCF, no, o Partido Comunista Francés, ao mesmo tempo segue a formar parte da maioría presidencial, non dixo que se ia retirar desta maioría presidencial que ten en cohabitación co Partido Socialista Francés, e máis nas municipais tamén ia en varias listas conxuntas xuntamente co Partido Socialista. Entón reina esta confusión política absoluta. Votar en calquera destas listas non fai máis do que alimentar a confusión. Por exemplo, o Partido Socialista Francés é criticado pola esquerda, incluído por o Partido Comunista Francés, polas políticas polas súas políticas de austeridade que está a aplicar, mentres ao mesmo tempo o propio Partido Comunista Francés forma parte do mesmo maioría gubernamental con este partido que tanto critica. Entón, sexe cual for os resultados das eleccións na Unión Europea, sexe de esquerdas, os opostos de esquerdas, os de dereitas, non vai mudar absolutamente nada, porque ademais, como insiste, o Parlamento é totalmente carente de calquer poder e estruturalmente non se pode mudar. Por outra banda, tamén cabe recoñecer a instrumentalización que fai o Partido Socialista Francés da Front National, non? Que a Front National, a Fronte Nacional de extrema dereita, é unha creación realmente do Partido Socialista que só sirve aos intereses do PS para dividir o voto de dereita e manter os cargos eleitos do Partido Socialista. Entón, todo isto non é máis que unha trampa, unha auténtica armadilla. Alors, dernier point sur le sucré et l'Alba. Nous avons pas mal travaillé sur le sucré. Nous connaissons certains des fondateurs du sucré qui étaient dans l'environnement de Hugo Chavez. Mais je ne sais pas que vient faire le sucré dans notre discussion. Je pense que vous voulez faire un parallèle entre l'euro et le sucré. Mais ça n'est pas comparable, parce que l'euro est une monnaie unique, le sucré est une monnaie commune. Quelle est la différence entre une monnaie unique et une monnaie commune? La monnaie unique, qu'est l'euro, résulte de la disparition des monnaies nationales d'un certain nombre de pays qui partagent désormais la même monnaie. Ils n'ont plus de souveraineté monétaire, ils n'ont plus de banques centrales qui permettent de mener une politique monétaire indépendante. Ils n'ont plus leur monnaie. La monnaie commune, comme le sucré, c'est quelque chose de très différent. Dans le sucré, chaque pays, membre, je crois qu'il y a 11 pays actuellement, je pense, dans le sucré, dans l'Alba, ils conservent leur monnaie nationale, ils conservent leur banque centrale, ils conservent la maîtrise de leur taux d'intérêt, ils conservent la maîtrise de leur politique monétaire. La monnaie commune, comme le sucré, est une monnaie qui ne sert qu'aux transactions internationales, pas aux transactions courantes. La monnaie locale continue. C'est très intéressant, parce que quel est l'objectif d'une monnaie commune? C'est de neutraliser le risque de change, c'est de développer des coopérations, c'est d'éviter de faire appel aux réserves de change pour des pays qui ont des difficultés précisément d'exportation. Donc, c'est quelque chose avec lequel nous sommes très favorables. D'ailleurs, j'ai participé à différents colloques sur le sucré, et j'ai posé la question à un des fondateurs du sucré: est-ce que la France, si elle se libère de l'euro, si la France redevient libre, est-ce qu'elle pourra rejoindre le sucré? Eh bien, on m'a dit oui. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant. La monnaie commune est une perspective positive.
pas la monnaie unique. No referido ao Sucre e Alba traballaron bastante sobre este tema, coñecen algúns dos fundadores, así próximos a Hugo Chávez, pero non entendo moi ben ali cal foi o sentido da pregunta, pois é moi problemático establecer unha especie de paralelismo entre o euro, por exemplo, e o Sucre, porque son totalmente diferentes, non incomparáveis. Euro, por unha banda, é unha moeda única que implica a desaparición da moeda nacional de todos os países integrantes, polo tanto, perden tamén a súa soberanía monetaria, as capacidades depois de decidir sobre a política monetaria, a supresión do Banco Central, etc. Por outra banda, o Sucre é unha moeda común, integrado pola ALBA, creo que nestes momentos por 11 países, onde cada un destes países conserva, mantén a súa moeda nacional, a súa soberanía monetaria, para poder, por exemplo, fixar taxos de xuro, etc. Entón, isto se utiliza ao nivel dos intercambios internacionais, non no plano nacional nin local. Cal é o objetivo, pois, dunha moeda común? Pois é moi positivo porque permite aumentar a cooperación, reducir os riscos de cambio, axudar os países que teñen dificultades con exportacións, etc. Entón, ten unha perspectiva moi favorável ao que este tipo de moeda común. De facto, nun recente seminario preguntou se nunha hipotética retirada da França do euro se podería integrar a ALBA e o Sucre. Dixeron que sí, porque o ve como algo moi positivo. Je vais perdre donc il est difficile de savoir quelle est la tactique politique correcte, donc vu les différences entre les différents États et pays, donc ce qui pourrait être le plus correct en France n'est peut-être pas nécessairement le cas pour la Galice. En ce qui concerne l'abstention, aujourd'hui il est prévisible qu'en l'État espagnol il y aura 65% d'abstention, qui est un taux très élevé, mais cela ne servirait toujours pas pour délégitimer l'Union européenne, même si cette taux-là était beaucoup plus élevé que le 65% prévu. Et d'ailleurs, il ne voit pas non plus que, voilà, le problème c'est que l'abstention, il n'y a pas une corrélation directe entre l'abstention et le désir ou la volonté de créer une alternative. Donc il n'est pas clair que le taux d'abstention soit directement proportionnel donc à un mouvement de protestation de gauche ou de construction de quelque chose de différent. D'autre part, il est vrai que les résultats ne feront rien à changer donc la structure du Parlement européen qui n'a pas de fonction, mais cela n'est pas le vrai problème. Il croit que le vrai problème, c'est qu'il existe un consensus très ample entre les différents partis, donc soit de droite, soit de soi-disant de gauche, ou même plus à gauche que le PS, en ce qui concerne donc la construction politique de l'Union européenne. Il existe également le facteur de la différence entre le centre et la périphérie européenne, car il est vrai que même si les politiques généralement appliquées par l'Union européenne vont à l'encontre des intérêts de la majorité sociale, ils vont aussi en faveur donc du centre du système, ce qui fait que les partis du centre sont aussi très favorables donc à maintenir ce système. Quand on parle des réformes, il faut voir de quelles réformes on parle. Donc s'il est possible de réformer ou pas réformer, parce qu'il est vrai que le Parlement européen n'a pas de compétences globales, comme on a dit, donc il est purement décoratif. Et les grands accords cités, donc se font avec des accords entre les différents États. Mais il est vrai d'autre part que le Parlement européen a d'autres compétences, disons, mineures, mais qui ont aussi un certain intérêt et des répercussions sur la qualité de vie des citoyens, comme par exemple la politique agricole commune, la PAC, où le Parlement a un rôle de codécision avec le Conseil européen. Donc, et le rôle des parlements n'est pas strictement, exclusivement à décider, mais sert aussi à d'autres choses. Alors, d'abord, oui, tout à fait d'accord avec vous, la question du boycott de l'élection européenne se pose certainement de manière différente selon les pays. Moi, je parle pour la France, je ne connais pas les conditions politiques en Galice, au Portugal, en Espagne, donc je ne me prononce pas. Par exemple, nous sommes liés avec
avec EPAM en Grèce. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement politique, qui est très proche d'ailleurs de ce que nous faisons les uns les autres. Ce serait pas mal qu'à un moment donné d'ailleurs il y ait des convergences. On est en train de créer une coordination européenne de mouvements politiques contre l'euro, contre l'Union européenne, pour des mouvements de libération nationale en réalité. Eh bien, EPAM va présenter des candidats sur la base d'un argument qui est qu'ils sont interdits dans les médias, les sondages leur donnent 7%, ils considèrent que c'est un élément tactique dans leur combat. In canto ao boicote, é certo, evidentemente, que non se pode pronunciar sobre a situación nos diferentes países, só fala do que el sabe no caso francés. É certo que na Galicia, na España ou en Portugal a situación pode ser diferente. Por exemplo, eles están ligados, o EMPEP está ligado con un movimento grego que se chama EPAM, están a crear nestes momentos unha coordenadora de movimentos europeos contra a Unión Europea para a saída do euro, en definitiva un movimento de liberación nacional, e a EPAM, contrariamente ao EMPEPSI, que aboga por presentar candidatos nas eleccións, porque están prohibidos nos medios de comunicación, só lles dan o 7% dos votos, entón presentarse forma parte da súa táctica política para ter unha maior presenza nos medios de comunicación. Ensuite, c'est vrai également qu'il n'y a pas corrélation automatique entre l'abstention et des alternatives. Mais je dirais de la même manière qu'il n'y a pas corrélation non plus entre vote pour telle ou telle liste et alternative, pour la bonne raison que les listes en présence, en France en tout cas, ne présentent aucune alternative. C'est-à-dire ça, c'est un jeu à somme nulle. Ce que propose le Parti socialiste, ce que propose la droite, ce que propose le Front de gauche, ce ne sont pas des alternatives. Et donc, en France en tout cas, une partie de l'électorat qui s'abstient fait un geste politique de rejet du système. Mais avant de concevoir une alternative, il faut commencer par dire non. C'est comme dans une entreprise, quand les travailleurs font grève, ils ne font pas nécessairement grève pour un projet, pour une alternative. Ils font grève pour dire non. Non à quelque chose, non à des licenciements, non à... Ça commence aussi comme ça. L'abstention, c'est dire non à la politique des classes dirigeantes par l'intermédiaire de l'Union européenne. Et la question pour nous en France, c'est précisément de passer de l'abstention au boycott. Nous faisons une différence entre l'abstention, qui est un geste individuel sans signification politique, active, et le boycott, qui est un acte politique collectif et militant. L'abstention, on reste chez soi le jour du vote. Le boycott, on milite pour être la voix politique des abstentionnistes. C'est ça la différence entre le boycott e l'abstention. Quanto á correlación, é certo que non existe necesariamente unha correlación entre a taxa de abstención e a defensa dunha alternativa diferente, mas tampouco existe unha correlación directa entre votar nun determinada lista electoral, por moi de esquerdas que sexa, e votar nunha alternativa, pois as listas que se presentan que sexan do Partido Socialista ou Front de Gauche non presentan absolutamente ningunha alternativa. Na Franza, no caso únicamente da Franza que coñece, pois a abstención
é portadora, digamos, dun xesto político de rexeitamento, mas, obviamente, antes de construir unha alternativa, hai que dicir non, non? Entón, o que di é, debuxo unha comparación cunha folga nunha empresa, onde, primeiramente, o que se fai é dicir que non a unha determinada práctica para despois construir unha alternativa, non? O xesto inicial non é necesariamente un programa, senón un rexeitamento de unha situación dada. Tamén crea unha distinción moi importante entre o que é a abstención como xesto individual, non? De quedar na casa, que mellor non pode, ou mellor non representa unha vontade política concreta, e o boicote, que é un xesto político militante colectivo, entón, para ser justamente a voz activa da abstención. Ensuite, l'autre question que vous évoquez, à juste titre, c'est que vous constatez également qu'il y a un consensus entre la gauche et la droite sur la question de l'Union européenne. Tout à fait d'accord. C'est précisément pour cette raison qu'il faut sortir de ce consensus. Consensus qui porte sur quoi? En France, par exemple, la gauche, ce qu'on appelle la gauche, et la plupart des partis qui se placent à gauche, et la droite, sont d'accord avec les mêmes arguments pour faire peur à la population face à la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Ils développent les mêmes arguments anxiogènes pour faire peur à la population. Par conséquent, il n'y a personne pour qui voter. Il n'y a pas d'offre politique satisfaisante. Il faut en tirer toutes les conclusions. Si on ne tire pas par défaut la conclusion qu'il faut politiser l'abstention, transformer l'abstention en boycott, pour remettre en cause le système lui-même, eh bien là, c'est la confusion totale, c'est l'impuissance totale. Voilà, c'est ça disons le raisonnement qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de forces sont en train de se mobiliser pour le boycott. Et notre objectif est d'atteindre 70% d'abstention. Nous avons prévu une fête, place de la Bastille, pour fêter le boycott, l'abstention. Tamén é certo que existe este largo consenso entre a suposta esquerda, chamada esquerda e dereita, respecto do que é a Unión Europea, e justamente por iso hai que romper este consenso, non? Porque de facto na Franza, tanto a esquerda como a dereita, barallan exactamente os mesmos argumentos do medo, non? A respecto dunha posible saída da Unión Europea e do euro. Por isto non hai absolutamente en quen votar. Disto hai que tirar a conclusión que a única vía que existe é politizar a abstención para transformala nun boicote activo, militante, para cuestionar o propio sistema, porque senón reina a confusión e a total impotencia. O seu obxectivo nestes momentos é acadar 70% de abstención. Teñen previsto, pois, unha festa no centro de París para celebrar este logro. Alors, un dernier mot sur les compétences mineures du Parlement européen, qui, malgré le fait qu'elles soient mineures, pourraient susciter des vocations pour aller voter. Non, les gens, si on leur dit que le Parlement européen a des compétences mineures, ils n'ont aucune raison de se déplacer. Surtout que l'exemple qui est donné avec la PAC, la politique agricole commune, n'est pas du tout favorable en France, parce que d'abord la PAC va être démantelée, deuxièmement la PAC n'a fait qu'aggraver le démembrement de l'agriculture familiale au profit des concentrations agricoles. 80% des aides de la PAC vont aux grandes exploitations agricoles, 20% seulement aux petites. La PAC a contribué au productivisme agricole, à l'utilisation massive des pesticides et des engrais. La PAC est une catastrophe totale. Donc plus vite la PAC disparaît, et mieux c'est. Donc non, il n'y a aucun argument
pour aller voter pour ce Parlement d'opérette. Non hai ningún argumento a favor para cal votar neste Parlamento fantoche, pois por moito que teña competencias menores, isto non son absolutamente unha razón para votar. No exemplo, por exemplo, da PAC, isto foi totalmente desfavorável a todos os níveis, non? Implicou que foi o desmantelamento do sector primario productivo, agravou o que foi a situación dos labregos, das labregas coa concentración, 80% do diñeiro da PAC foi destinado á grande agroindustria e non á produción labrega, tamén incentivando evidentemente o productivismo, os insumos, as pesticidas, entón estes pequenos elementos decorativos onde si efectivamente ten posibilidade e determinou o Parlamento, tampouco son absolutamente ninguna razón para ir votar. Donc ce qui souligne en fait, c'est la condition de la Galice comme nation sans État, donc, qui fait qu'elle est doublement dépourvue de souveraineté. Donc d'une part, l'entrée dans l'Union européenne pour la Galice était tout à fait néfaste, donc, mais non seulement dû aux politiques de l'Union européenne, mais du fait aussi que cela a été tout à fait consenti par l'État espagnol. En Galice, le problème avec un éventuel boycott, stratégiquement, c'est que pour nous, il est important d'avoir une certaine représentation, tout au moins pour avoir des informations de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je donne comme exemple les dernières négociations sur la PAC, où le gouvernement de la Galice, donc de droite, n'a pas défendu les intérêts de la Galice lors de ces réformes-là, et on n'aurait pas su donc quel était le rôle de ce gouvernement si on n'avait pas eu de représentante, dans ce cas en l'occurrence donc une eurodéputée, et ensuite on a eu cette information, on a pu faire passer le message par rapport aux politiques que défendaient donc les représentants politiques des partis. Donc pour nous, en tant que colonie et en tant que pays, en tant que nation sans État, il est très important pour nous d'avoir cette représentation au niveau européen. Oui, encore une fois, sur la question du boycott, moi je parle pour la France. Il y a des réflexions plus générales, évidemment, qui découlent de cette analyse que nous faisons en France. Mais moi je comprends très bien l'argument. Vous dites il faut avoir une représentation au Parlement européen pour avoir des informations. Oui, ben ça c'est votre souveraineté. Vous décidez de faire comme cela. Ça relève de vous. Simplement, on peut objecter, et je pense qu'un certain nombre de citoyens feront l'objection, qu'il est quand même difficile de dire d'un côté que l'on veut sortir de l'euro et de l'Union européenne, et d'un autre côté qu'on veut y entrer. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut sortir ou on veut rentrer? Et là, par des actes comme ça, si vous voulez, ça interroge la population. Ça donne une impression de, je ne dirais pas de confusion, mais disons de contradiction. Est-ce que, d'ailleurs, cette contradiction, elle peut être acceptable? Je ne dis pas qu'elle est inacceptable. Elle peut être acceptable, elle peut être acceptée. Mais elle existe. Elle existe. Et il faut reconnaître que, d'ailleurs, nous, c'est la critique. Pour le boycott en France, un des arguments que nous utilisons, c'est de dire le boycott est une arme de destruction massive du Front National. Pourquoi? Parce que toute la politique du Front National est de dire qu'il veut sortir de l'Union européenne et de l'euro, ce qui est faux d'ailleurs, ce qui est faux. Le Front National en réalité ne veut pas sortir de l'euro parce qu'il présente la sortie de l'euro comme devant être organisée et groupée. Ça n'est pas possible de sortir de l'euro de manière organisée et groupée. Ça veut dire, groupée, qu'on trouve d'autres pays
et qu'on attend que d'autres pays soient d'accord pour sortir ensemble de l'euro. Mais dans la réalité politique d'aujourd'hui, il n'y a aucun pays prêt à sortir de l'euro. Donc, ce que dit le Front National n'est qu'un artifice électoral. Il ne veut pas sortir de l'euro. Mais il fait de la politique politicienne pour capter un électorat inquiet de la situation. Et nous, ce que nous disons, justement, c'est, voilà, le Front National, il vous dit qu'il veut sortir de l'euro d'Union européenne, et la première chose qu'il fait, il présente des candidats pour entrer dans l'Union européenne. Donc, il vous ment. Alors, voilà, c'est nous, et quand on dit ça, si vous voulez, l'électorat du Front National, les sondages, ils lui donnent entre 23 et 25% des voix. Attention, c'est très grave. Donc, il faut bien mener un combat. Et quand nous disons ça, ben, il y a des gens qui disent, ah ben oui, il y a quelque chose. C'est quand même pas normal. D'un côté, ils disent qu'ils veulent sortir, et d'un autre côté, ils disent qu'ils veulent rentrer. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent sortir ou ils veulent rentrer? Voilà. Gracias por último a Jacques Nikonov y en todo caso también a Neil Baster por la súa inestimable axuda.